Bonjour Jean-Yves Mitton. Voulais-tu être auteur de bande dessinée depuis ton plus jeune âge ? Je n'y pensais pas du tout à devenir auteur BD. D'abord parce que, étant né à Toulouse, il n'y avait pas d'éditeur BD. Je voulais dessiner, c'est sûr, comme tous les enfants. Quel enfant n'a pas envie de dessiner ? C'est spontané, ça vient avec la première vision qu'il a du monde, il a envie de la reproduire. Ça peut durer après toute la vie, mais tous les enfants ont envie de dessiner. De là à devenir dessinateur, tous les enfants veulent piloter un Boeing, tous les enfants veulent devenir un héros. Bon, ce qui s'est passé, c'est que on a déménagé à Lyon. Mes parents, moi, on est parti en 58. On a déménagé à Lyon. Et là, l'école, comme là aussi beaucoup d'enfants, ça marchait bien, mais ça m'ennuyait, tout ça. Je suis allé que jusqu'à la 4e. Et à l'âge de 15 ans, au lieu de passer mon brevet, je suis rentré aux Beaux-Arts à Lyon. Ah, tu veux dessiner ? Eh bien, allez, t'as qu'à apprendre. Ils ont bien fait, les parents. Et les amis qui m'ont conseillé. Je suis rentré aux Beaux-Arts de Lyon. Et il se trouve qu'à Lyon, à l'époque, il y avait trois éditeurs de BD populaires. J'aurais été aux Beaux-Arts de Châteauroux, de Brest ou de Marseille. Il n'y avait pas d'éditeur BD. Là, il s'est trouvé qu'il y en avait. Par opportunisme, à la fin de l'année des Beaux-Arts, j'ai rempli mon carton à dessin d'essais, aujourd'hui qui ont complètement disparu, de petits storyboards, etc. Bon, c'était l'imitation des BD américaines, hein. Milton Caniff, Hogarth, de la pâle imitation. Il y avait un élan. Et le deuxième éditeur, le premier c'était Imperia, vous reviendrez. Le deuxième m'a dit, bon, allez, on vous prend à l'essai pendant 3 mois à l'atelier de retouche. Ma première paye. Je rentrais à la maison tout fier avec mon enveloppe, c'était encore en liquide. Et ça a marché. Je me suis bien appliqué pendant ces 3 mois. J'ai même fait 6 pages de Pim Pam Poum, je me rappelle, qui sont parues. Et après, j'y suis resté pendant 25 ans. Pas à l'atelier, pendant 11 ans. Et 25 ans aux éditions Lug, jusqu'à la fin des éditions Lug, c'est-à-dire en 89. Ton ancrage me fait penser à celui de grands auteurs comme Jack Kirby. Avais-tu des maîtres à penser ? Oui, ça aussi, c'est comme l'envie de dessiner, on se cherche tout de suite des maîtres. Je viens de citer par exemple Milton Caniff, Hogarth, la grande époque classique américaine, hein, Alex Raymond aussi, qui étaient des dessins plutôt fantastiques ou polars, très noirs. Donc la méthode américaine, c'est de noircir, faire du noir. Pourquoi ? Parce que la plupart n'étaient pas mis en couleur, à part Tarzan. Ça apparaissait dans des journaux, des quotidiens, que ce soit les quotidiens américains ou dans France Soir ici en France. Après même, il y en a eu dans le Progrès ou dans la Dépêche du Midi. C'était juste sur un strip, hein, juste une bande. Il fallait que ce soit bien noir, que ça attire immédiatement l'œil. Pas question de faire de la ligne claire, style Casterman, style Hergé. Parce que là, c'était fait pour la couleur. Nous, c'était fait pour le noir et blanc. Et j'ai gardé cette caractéristique tout le long de ma carrière, de livrer toujours mon travail en noir et blanc. J'ai toujours pensé que la couleur était annexe. Et pourtant, le monde est en couleur. Que c'était secondaire. Et j'ai toujours confié les couleurs à des coloristes. J'ai jamais fait, moi, de la couleur... un peu de couleur directe, un peu, sur des couvertures, mais jamais sur des séries. Donc ce noir vient de la méthode américaine, un peu italienne aussi, puisqu'on était imprimé en noir et blanc. La nuit, il fallait faire du noir, hein, à l'encre de Chine, allez hop. Pas question de dire à un coloriste, tu vas me faire un effet de clair de lune. Il fallait l'inventer, le clair de lune, donc on noircissait. On avait les Marvel d'origine, les publications américaines, et on copiait donc la couleur des publications américaines. Il fallait respecter ça. Il y a eu un problème qui s'est posé à cette époque, c'était la censure. Il fallait éviter les couleurs qui font peur, entre guillemets. Le bleu, le vert, les couleurs froides. Il fallait, là où il y avait un vert, il fallait mettre un orange. Il fallait mettre un rouge à la place d'un bleu. Aujourd'hui, on en sourit, on en rigole, mais la censure avait une grande place. Il fallait enlever les écailles des monstres, il fallait les grimaces, il fallait les remplacer par
une certaine passivité dans le visage, ou alors presque un sourire. Donc on trahissait un peu les BD américaines. Aujourd'hui tout ça c'est fini, il n'y a pratiquement plus de censure. Mais sur la couleur, ça a beaucoup joué. Il fallait que ça corresponde à la couleur du titre aussi, à la 4e de couverture. Mais d'abord, c'était le respect des BD américaines qui nous arrivait. On ne pouvait pas peindre le surfeur d'argent en rouge, c'est pas possible. Là, on aurait eu un procès. Là. En tout cas, on aurait eu un courrier des lecteurs terrible. On en a eu, hein, quand on a fait mourir le Capitaine Marvel, ou quand on a mis un slip au surfeur. On a eu des courriers de lecteurs féroces. Ils avaient raison d'ailleurs. As-tu été publié avant Micros ? Oh oui, moi j'ai commencé en 61 à Lyon, aux éditions Lug, et là on m'a mis tout de suite au travail sur la retouche, en atelier. Quand je rentrais chez moi le soir, je faisais de la BD, ce sont des BD qui sont parus immédiatement, 3-4 mois après, le temps de l'impression et de la diffusion. C'était Pim Pam Poum, Sami Sam, le Dauphin, des titres qui ont quasiment disparu aujourd'hui. Parfois des collectionneurs qui viennent avec des vieilleries. Et puis après Blake le Rock, qui sont présents là, réédités ici à Villefranche par Original Watts, qui reconnaissent un certain succès. Beaucoup d'anciens qui viennent et des jeunes qui découvrent. Voilà. Et ensuite, Marvel est arrivé en 67 aux éditions Lug à Lyon. Ils ont été les premiers importateurs en Europe. Et là, on m'a tout de suite confié un épisode du Surfeur d'argent, 2 épisodes dans Nova, un épisode de l'araignée dans Speedy, et un épisode de la torche humaine et des 4 fantastiques dans Speedy aussi. Ça, avant 80. Et ensuite, je me suis lancé dans mes propres super-héros. Avec Siro Tota, qui est arrivé quand même bien plus tard. On a 10 ans de moins, il est arrivé 10 ans après aux éditions Lu, qui était déjà en plein dans les super-héros. Ils lui ont confié tout de suite et du Blake le Rock. À l'époque, c'était le super-héros de l'époque, Blake le Rock. Et Siro Tota s'est très vite adapté au Marvel. On a fait ensemble beaucoup de couvertures de tous les titres des éditions Lug, surtout les Marvel. Et puis, pendant que moi je créais Micros, le premier d'une longue série, lui il créait Photonic, aussi le premier d'une longue série. Comme mon ami Siro était parfois en retard, ça arrive à tous les auteurs, on me confiait des épisodes de Photonic que je soumettais d'abord à Siro, bien sûr, et j'avais son approbation. Ça a été un des derniers Photonic parus. Oui, l'ombre qui dure, je crois, 2 ou 3 épisodes dans Speedy. Voilà, j'avais eu cette idée, ça a plu à Siro et bon, ça a connu, disons-le, un certain succès. Les chiffres de vente à l'époque étaient énormes, mensuels, c'était autour de 100 000, hein. Et plus les numéros spéciaux. L'ombre en particulier, il y en a eu d'autres. Il y avait les feuilletons à la télé, hein. Je crois que c'était encore en noir et blanc, autant que je m'en souvienne. Comme tous les jeunes de mon âge, quand mes parents ont acheté la première télé, c'était en 57, 58. C'était pour le premier Spoutnik, je me rappelle. Ça a été une première soirée télé, c'était le bip bip du Spoutnik. Ensuite, il y a eu Gagarine, tout ça. On suivait ça de très très près. Et puis les feuilletons à l'époque, Thierry Lafronde, Wintou et d'autres qui nous inspiraient, bien sûr. C'était 1 juillet 69. Avec mon frère, on était devant la télé. On est resté toute la nuit. Oh, quelle épopée, hein. Ah oui, ça nous a marqué beaucoup, hein. Ce qui m'a poussé après vers la SF. Énormément. Ce qui m'a aidé à faire du super-héros. On fantasmait, hein. Entre Jules Verne et Apollo 11, il y avait de quoi faire, hein. Bien, étrangement, c'est une idée de ma femme. Il fallait que j'invente un super-héros à l'américaine, hein. Il fallait entrer dans les schémas de la Marvel. C'était bien avant Ant-Man, l'homme-fourmi. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas des super-héros qui arrivent à se rétrécir, minuscules, et qui peuvent passer partout? L'idée était lancée, c'est elle qui m'en a parlé, je me rappelle, on était à table, et c'est parti. Il fallait que je trouve un stratagème
pour qu'ils puissent se réduire. Donc les extraterrestres, bien sûr, ils sont transformés. Ils connaissent les conditions de l'insecte, comme ceux qui volent autour de nous, les premiers du printemps. Donc ils peuvent passer partout. Mais il y a un problème, c'est que les dangers pour un insecte, on l'écrase d'un coup de main sans même s'en rendre compte. On peut marcher dessus. Je disais toujours qu'un évier qui se vide, c'est un maelstrom, c'est une tempête énorme. Donc ils connaissent aussi les dangers de la petitesse. Voilà. Mais ils peuvent retrouver leur taille normale dans certaines missions. Évidemment, ce sont ils deviennent apatrides. Ils se battent pour le bien, contre le mal, bien sûr. Et quand je suis passé de Mustang à Titan, donc c'était en 80-81 par là, là je les ai amenés en France, en Europe. J'en avais un peu marre, New York, tout ça. Allez, pourquoi pas chez nous? Voilà, ils prennent le TGV, ils se cachent dans Paris, dans les égouts. Voilà, je les ai francisés. Dans le mensuel Titan, Saltarella s'émancipe beaucoup. Elle traverse une période très dure. Avais-tu carte blanche sur la série? À l'époque, les super-héros américains ne touchaient jamais le fond. Ils étaient toujours super rasés, musclés, etc., beaux, selon les archétypes américains, qui sont devenus maintenant les nôtres, hein, avec les cosplays, avec les comics-com, etc. Nous, Européens, Latins, on a plutôt tendance à amoindrir les héros. On leur fait toucher le fond de la piscine pour qu'ils puissent remonter d'autant plus haut. Le principe avec mes héros, et en particulier avec Saltarella, qui prend de plus en plus de pouvoir, hein, comme les femmes maintenant au XXIe siècle, il fallait qu'elle touche le fond. Et la pire chose pour une femme de toucher le fond, c'est d'être défigurée. Bien entendu, elle perd sa beauté, elle perd son charme, même aux yeux de ses compagnons. Et puis, bien sûr, elle va retrouver la normalité. Mais est-ce que être beau, c'est pas aussi une monstruosité? Le lien est arrivé en cours de récit, autour du 10e épisode à peu près, il y en a eu 21. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui donner une filiation finalement? Ça m'est venu petit à petit en dessinant, en écrivant le scénario. Et pourquoi pas donner une filiation, lui donner des origines, en tout cas lui donner une filiation, lui donner une descendance. Et bien sûr, elle a un enfant. Je laisse au lecteur le soin de découvrir, de deviner qui est le père. Est-ce que c'est le super méchant, le psy? Est-ce que c'est Micros? Moi-même, je n'en sais rien. Peux-tu nous parler de ta série Vaevictis? Puisque, après avoir écrit et dessiné pas mal d'épisodes de Micros, plus de 70, d'Epsilon, ensuite il y a eu Cosmo, un peu pour les enfants, toujours super-héros. Il y a eu Chronos, qui a terminé mon travail avec Demain les monstres aux éditions Lug. Là-dessus, les éditions Lug ont fermé la porte. C'était pas à cause de moi. Ils se sont vendus à Semic International, suédois, qui m'ont repris immédiatement pour dessiner des épisodes du Fantôme du Bengale. J'ai dessiné pour eux 11 épisodes. Entre-temps, je suis rentré chez Mickey, chez Pif. J'avais vu arriver la fin des éditions Lug. J'ai été contacté par François Cortegiani, ce qui m'a permis de travailler pour ces 2 grands hebdomadaires. Et de là, je suis rentré chez Glénat. Et donc, ça a coulé de source. J'avais la patte. Je me suis adapté au récit d'aventure réaliste, ce qu'on appelle aujourd'hui le franco-belge. Donc là, je me suis éloigné totalement de l'esprit super-héros pour rentrer dans le romanesque. Avec Vaevictis, donc jeune héroïne. J'étais parti sur les héroïnes là. À l'époque de l'invasion de la Gaule par les légions de César, en moins 58, qui vont être réédités, je le précise, là, ce mois d'avril 2017, donc très bientôt, sous forme de 3 compilations de 5 albums chacune, donc 15 albums en tout. Et ensuite, je suis rentré chez Soleil, et là, j'ai continué mes sagas réalistes, les Vikings, les Aztèques chez Glénat, le XVIIIe siècle sur l'Atlantique, le commerce des esclaves, voilà. Je suis rentré dans l'histoire humaine, qui est vaste.
C'est une période de l'histoire humaine qui n'est pas la première. Hein. On peut remonter à la préhistoire. Tout est bon et inépuisable. Il se trouve que Rome, on est tous plus ou moins les héritiers de la civilisation gréco-romaine. Il me fallait y aller. Et puis c'était une proposition de Simon Rocca, qui n'est autre que Georges Armaioli, qui m'a proposé cette guerre des Gaules. Je suis rentré dans la documentation. Je l'ai même acheté en latin, de Bellum Gallicum. Il y avait les plans de bataille de César, les sièges, les campagnes, surtout avec les noms de l'époque, toute la toponymie. Le Rhône, la Saône, Lyon, toutes les villes de la Gaule et de la Belgique à l'époque, de l'Espagne, l'Italie. C'était à la fois écrit en celte, écrit en latin, et parfois dans des dialectes plus ou moins inconnus. Donc, pour moi, une grande leçon, une grande pédagogie que j'ai essayé de transmettre aux lecteurs. Qui paraissait dans Mickey, je l'ai cité tout à l'heure lorsque j'ai évoqué la disparition des éditions Lug. Moi, j'avais rebondi. 6 mois avant la fermeture des éditions Lug, j'étais déjà engagé chez Mickey, grâce à François Cortegiani, à qui je rends toujours un grand remerciement. Et puis dans PIF, dans la même semaine, 2 contrats, l'un chez PIF, l'autre chez Mickey, 2 grands hebdomadaires. À l'époque, c'était formidable. Les chiffres de vente, c'était 500-600 000 par semaine ou par mois, c'était selon. Et l'Arche Blanc, un script de Cortegiani, ça m'a plu. Mickey voulait entrer dans le monde des super-héros pour la première fois. Et donc, on a inventé ce personnage qui est une sorte de Robin des Bois futuriste, post-atomique, dans une ville détruite, fantastique, mais en même temps dessin réaliste. Mais tout est à caractère fantastique. Ça m'a plu immédiatement. L'archer est un personnage sympathique, un personnage à transformation, un peu Zorro, un peu entre Zorro et Robin des Bois, voilà. Chez Pif, c'était du semi-humoristique, 2 enfants sous la Révolution, qui s'appelaient Noël et Marie. Voilà, et là aussi ça m'a plu. Je revenais un peu à l'humoristique, semi-humoristique. Et tout ça aujourd'hui a plus ou moins disparu, à part chez les collectionneurs. Ça a été pour moi une belle transition avec Sémic International, avec le Fantôme. Ça m'a permis une belle transition pour arriver après dans l'album. Tu dessines du style comics tout en gardant un découpage franco-belge. Oui, parce que la plupart des récits étaient sur 4 bandes. 4 bandes, c'est très étoffé. Hein. Même sur un format 21-29, 24-32, ça fait des dessins quand même assez petits. C'est des dessins de 7 cm de haut. Sur les originaux, hein. Je parle des originaux. Alors, on avait tous tendance, comme on savait qu'on allait être réduit en format, on a tendance à travailler très grand pour ne pas travailler sur du timbre-poste. Quand on fait une charge de cavalerie, on a besoin d'espace. On veut faire du cinémascope. J'ai demandé de plus en plus à passer aux 3 bandes, c'est-à-dire de faire des dessins beaucoup plus éloquents, plus grandes, où on peut enrichir la mise en scène et le mouvement. Ce qu'on fait Marvel, c'est du 3 bandes, parfois même du 2 bandes. J'ai demandé même sur les derniers Black Rock, j'avais déjà demandé à passer sur 2 bandes au lieu de 3 bandes, pour faire du grand cinémascope. Ce qui obligeait à augmenter le nombre de planches aussi. Bon, on est passé de 44 à 46, maintenant c'est 52 planches, parfois 56. Et dans les 13-18, les petits formats, j'étais passé de 42 planches à 96. Quasiment doublé le nombre de planches. C'était une condition à remplir, bien sûr. Mais on pouvait faire de la mise en scène. Et ça m'est resté, ça. Travailler petit, c'est pas marrant pour un auteur. Hein. On se crève les yeux. Et, on a tendance à bourrer avec du texte. Et ça, il faut pas le faire. Donc, il faut de la place. Mais mes originaux ne dépassent jamais A3. Voilà. Si tes auditeurs savent ce que c'est A3, qu'on trouve dans toutes les papeteries. Pas du tout l'ordinateur. D'abord parce que c'est pas ma génération. J'ai trop appris à faire du manuel, y compris le lettrage, y compris les bulles, pour qu'il y ait une patte artisanale.
je fuis l'ordinateur, sauf quand j'en ai besoin pour aller sur la documentation, sur Google, sur Internet. Enfin, c'est très pratique pour la documentation, pour faire les factures et pour correspondre par mail, bien sûr, comme tout le monde aujourd'hui. Mais là, je laisse faire les coloristes. Au point de vue dessin, je ne me sers absolument pas de l'ordinateur, pas du tout. Quelques photographies, quand il faut dessiner Notre-Dame de Paris, l'Arc de Triomphe, le clocher de Villefranche. Là, il faut de la documentation, c'est normal. Les voitures, ce qui nous entoure, le monde actuel, et même le monde passé. La tenue des légions romaines, etc., etc. Mais jamais je n'ai fait appel d'une manière numérique sur mes dessins. Non, ça je l'ai jamais fait.